Bonjour à tous, bienvenue et merci de votre présence à ce deuxième atelier scientifique organisé par les laboratoires Aromacelt. Je suis Catherine Collin-Gaudy, directrice commerciale, et je suis accompagnée de Hervé Demey, directeur scientifique, et de Bérénice Châtelu, pharmacienne et membre de notre comité scientifique. Le format de ce deuxième atelier sera identique au dernier atelier que nous avons réalisé, à savoir que Hervé fera une présentation plus théorique sur les algues et l'alimentation minérale, qui durera entre 25 et 30 minutes. Ensuite, Bérénice vous parlera de quelques produits de notre gamme d'algathérapie sélectionnés qui peuvent être d'actualité en cette saison. Et puis, nous terminerons par 5 à 10 minutes de questions. Donc, pour faire suite au premier atelier scientifique qui avait pour but de vous présenter les algues de façon générale et leur intérêt pour la santé, Hervé va rentrer un petit peu plus dans les détails cette fois-ci et vous parler donc de l'alimentation des algues et de l'alimentation minérale, donc apport en minéraux et minéraux essentiels. Quant à Bérénice, elle détaillera donc 5 produits sélectionnés dans notre gamme qui peuvent être un petit peu d'actualité en ce moment. Nous avons à savoir l'algafer, l'algafit, l'alga-9, l'algathyrox et l'algavital. Mais je laisse la parole à Hervé. Merci Catherine, bienvenue à tous. Donc comme Catherine a indiqué, pour faire suite à ce premier atelier du mois de juin, qui nous a permis de découvrir de façon assez large le monde des algues, cette nouvelle session de formation va nous permettre dans un premier temps de mieux comprendre le rôle fondamental des minéraux dans la physiologie de nos organismes et dans un deuxième temps, comment les algues peuvent être une forme d'apport incomparable d'éléments minéraux indispensables à une alimentation équilibrée et en particulier pour ce qui concerne les apports en oligo-éléments. Voilà, donc le titre de la présentation, les algues, l'alimentation minérale. Et cette présentation, je l'ai un peu découpée pour que ce soit plus facile à suivre. Il y a 7 petits chapitres. Donc, un petit rappel sur les algues, l'alimentation, un petit peu de façon très sommaire, ce qu'on avait vu plus en détail la fois dernière. Ensuite, de façon plus précise, qu'est-ce que c'est que l'alimentation minérale? Donc, les minéraux essentiels de l'alimentation. Et en conséquence, un petit chapitre sur ce qu'on appelle les minéraux et la métallomique. Et dans une deuxième partie, donc comment les algues peuvent contribuer de façon importante, effectivement, et pourquoi, à nos apports en minéraux, en oligo-éléments essentiels. Juste avant la conclusion, un petit chapitre spécifique sur l'iode et les algues, puisque c'est quand même un sujet d'actualité quand on parle des algues. Et ensuite, donc, la partie conclusion générale et la présentation des produits. Voilà, donc sans perdre de temps, des généralités sur les algues. Un rappel pour ceux qui ont suivi la première présentation. Donc, comme vous le savez, la mer est la source de la vie. La vie a pris sa source, effectivement, ça a été créé dans les océans. Et dans les océans, on trouve beaucoup de choses. Alors, attendez, j'ai un petit souci technique. Voilà, une biomasse très variée, très riche, estimée à environ 30 milliards de tonnes, qui comprend aussi bien des végétaux que des animaux, des espèces très particulières, donc avec des compositions chimiques qui peuvent être très différentes, très variées, des propriétés pour beaucoup d'entre elles peu étudiées sur des organismes que pour certains on ne connaît pas encore, et de façon globale, une ressource peu utilisée. Il faut savoir quand même que la mer recouvre à peu près 70% de la surface de la Terre et qu'à ce jour, l'aquaculture, en dehors de la pêche, l'aquaculture et l'algaculture représentent vraiment une infime partie de ce que pourraient produire les océans. Alors pourquoi les algues? Tout simplement parce que les algues, comme la plupart des organismes vivants, contiennent un certain nombre de substances potentiellement intéressantes sur le plan alimentaire. Alors que ce soit classiquement les protéines, les polysaccharides, les sucres, les matières grasses, donc tous les lipides, les minéraux, les oligo-éléments, et puis un certain nombre de petites molécules de métabolites secondaires. Alors ce qui est intéressant, et on avait insisté beaucoup là-dessus la dernière fois dans les algues, c'est trois éléments essentiels. La partie protéique, qui peut être relativement élevée,
est intéressante comme source d'aminoacides, mais ça, ce sera l'occasion d'une prochaine présentation. La partie polysaccharides, sucre, très particulière aussi. Ça représente jusqu'à 70% de la matière sèche, c'est donc très important. Les lipides, OK, mais surtout, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la partie minéraux, oligo-éléments. Alors, avec une spécificité, c'est que dans les algues, ça peut représenter en moyenne de 10 à 30% de la matière sèche. Et c'est, comme vous allez le voir, très intéressant parce que à la fois biodisponible et surtout très très riche en termes de différents constituants. Voilà, donc je n'insiste pas plus sur cette partie-là. Et on va rentrer donc dans les explications pourquoi est-ce qu'effectivement les minéraux sont importants et essentiels pour l'alimentation. Alors le premier constat, c'est qu'effectivement tous les organismes vivants ont besoin d'apports nutritionnels en éléments organiques ou inorganiques pour pouvoir vivre normalement. Et deuxième constat, tous les tissus vivants et tous les aliments contiennent à la fois des aliments inorganiques et minéraux, et en quantité et proportion qui peuvent être très très variables. Et ça, vous allez pouvoir le constater dans la suite de la présentation. Alors, en quoi est-ce que ces minéraux sont importants sur le plan alimentaire? Alors, il apparaît à travers l'histoire que l'homme a progressivement appris que certaines maladies, entre guillemets, étaient associées de manière ou d'une autre à l'alimentation et que des aliments spécifiques étaient très utiles pour leur traitement. Alors, historiquement, c'est le cas de l'anémie, le lien avec le fer, en particulier le cuivre. Historiquement aussi, l'importance du scorbut, le problème de la vitamine C. Donc ça, c'est une maladie qui s'est beaucoup exprimée au moment du 15e, 16e siècle, quand les hommes sont partis sur la mer pour des voyages au long cours. On s'est aperçu qu'effectivement, il y avait de gros problèmes et qu'on a pu trouver une solution en apportant des fruits, des légumes frais. On ne savait pas encore à l'époque ce que c'était que la vitamine C, mais on s'est rendu compte que certains aliments contenaient des substances qui étaient essentielles. Et c'est le cas aussi du goitre, par exemple, avec son lien avec l'iode. Alors, dans l'histoire, au 19e siècle, la chimie a un peu évolué, la science aussi, et on a pu effectivement classer les aliments en fonction de leur classe de nutriments, parmi lesquels des nutriments essentiels. Alors, c'est le cas en particulier des acides aminés essentiels, des minéraux essentiels, des oligo-éléments essentiels et également des vitamines. Donc, petit à petit, on a appris à connaître ces substances, à les caractériser et à les classer. Alors, là, on va se concentrer, comme c'est le sujet aujourd'hui, sur la partie minérale, les oligo-éléments et les minéraux au sens large. Alors, les minéraux qui sont nécessaires en quantité importante en alimentation sont appelés macrominéraux majeurs, et ceux qui sont nécessaires en petite quantité sont appelés oligo-éléments ou microminéraux. Alors, on sait qu'aujourd'hui, qu'il y a 30 éléments minéraux qui sont nécessaires pour la plupart des espèces animales, pour leur métabolisme et leur fonctionnement normal. 7 d'entre eux sont des macrominéraux et 23 sont appelés microminéraux ou oligo-éléments. Vous voyez, la quantité n'est quand même pas négligeable. Alors, bien que le rôle de la plupart des minéraux classiques en santé humaine est déjà bien connu, bien établi, ce sont malgré tout les grands oubliés de la nutrition aujourd'hui. On va le voir tout à l'heure. Alors, ces minéraux, de façon générale, sont nécessaires au fonctionnement normal de pratiquement tous les processus biochimiques de l'organisme. Dans ce sens, ils font partie, pour la plupart, de nombreuses enzymes et donc coordonnent un grand nombre de processus biologiques. Ils sont à ce titre nécessaires pour des rôles différents que sont des rôles structurels, comme l'os par exemple, ou des rôles physiologiques, catalytiques et régulateurs. Alors, le rôle physiologique est souvent sous-estimé et la présence dans l'alimentation en quantité suffisante de ces minéraux est considérée comme acquise. On va voir que ce n'est pas toujours vrai. Et donc tout ça joue un rôle essentiel et déterminant dans l'état de santé d'un organisme. Alors quand on parle des oligo-éléments essentiels, on rentre un peu plus dans le détail. On a vu les macro-éléments, il y a les oligo-éléments. Et ces éléments, ces micro-éléments, on en connaissait quelques-uns jusqu'à il n'y a pas très longtemps, mais depuis quelques années maintenant, la science a permis d'aller un peu plus loin. Et tous ceux qu'on a récemment découverts, en particulier depuis 1970, sont appelés les nouveaux oligo-éléments ou nouveaux éléments traces. Alors, ces nouveaux oligo-éléments sont des éléments dont les besoins sont établis
ou hautement suspectés pour une ou plusieurs espèces animales et comprennent en particulier, vous avez la liste ici qu'on va redétailler dans la diapo suivante. Donc ça peut, pour certains d'entre eux, vous surprendre. Mais par exemple, ce n'est qu'en 2015 que la science a permis d'établir que le brome était un oligoélément essentiel avec sa fonction dans le métabolisme du collagène. Donc voilà l'état de la science à ce jour concernant les minéraux essentiels en alimentation pour la plupart des mammifères. Alors, bien évidemment, il y a les minéraux traditionnels que tout le monde connaît, hein, les macroéléments, calcium, sodium, potassium, phosphore, magnésium, etc. Alors, les oligoéléments, microéléments, relativement classiques, là aussi, que tout le monde connaît plus ou moins, le fer, le cuivre, le zinc, le manganèse, le sélénium, l'iode. Et puis, comme vous pouvez le voir dans la droite du tableau, un certain nombre d'autres éléments chimiques dont on a découvert récemment l'importance dans les phénomènes physiologiques et biologiques et qu'on a baptisé depuis ultra trace elements, tout simplement parce qu'ils sont difficiles à... Enfin, ils sont actifs à très petite dose, ils sont difficiles à doser chimiquement, à analyser, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles jusqu'à présent on ignorait plus ou moins leur rôle. Alors vous voyez que ça couvre l'aluminium, le bore, le fluor, l'étain, le rubidium, même le plomb, qui peut être considéré comme toxique, mais tout dépend de la dose. Le silicium, le vanadium, l'arsenic, lui aussi, hein, qui peut être toxique. Mais ce sont des éléments qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est que quand on regarde les éléments chimiques en question, on s'aperçoit que quasiment une bonne partie de ces éléments, ces nouveaux éléments qui ont été mis en évidence, font partie de ce qu'on appelle les métaux de transition dans la classification des éléments. On s'aperçoit qu'ils sont rangés plus ou moins dans le centre de ce tableau. Et la particularité de ce classement, c'est qu'effectivement, ces éléments qui sont, pour la plupart d'entre eux, des métaux ou des métalloïdes, possèdent une très très grande réactivité chimique parce qu'ils ont une instabilité en termes de couverture électronique qui fait qu'ils ne demandent qu'une seule chose, c'est à réagir pour pouvoir stabiliser leur structure. Donc ça explique aussi pourquoi ces éléments peuvent avoir un rôle aussi important sur le plan de la physiologie ou de la biologie, parce qu'effectivement, ils sont destinés à réagir avec d'autres éléments de leur environnement. Alors, l'abondance de plusieurs de ces éléments, notamment le fer, le zinc, le molybdène dans les océans primitifs, a stimulé certaines spéculations sur les origines et l'évolution de la dépendance des organismes vivants vis-à-vis des métaux de transition. Effectivement, la vie est tournée dans la mer, elle s'est constituée, elle s'est développée dans ce monde-là, qui était riche dans ces éléments chimiques. Donc, chacun, petit à petit, a trouvé sa place dans cette évolution. Alors là, c'est juste pour illustrer, on va passer très vite là-dessus, le fait qu'effectivement, on a pu démontrer le rôle et l'importance de certains de ces ultra trace elements, les nouveaux microéléments, dans certaines fonctions biologiques, que ce soit le manganèse, le molybdène, le cobalt. Enfin, vous voyez qu'il y a eu des démonstrations de fait de leur importance sur, en particulier, tout ce qui était croissance, développement des organismes et des tissus et sur leur fonctionnement. Donc ça, vous aurez l'occasion éventuellement de pouvoir regarder ça plus en détail puisque la présentation sera disponible en version papier, version PDF, pour ceux qui voudraient creuser un peu la question. Alors maintenant, le petit chapitre qui s'appelle minéraux métallomiques. Ça peut paraître bizarre à certains, mais il existe aujourd'hui une nouvelle science qu'on vient de baptiser métallomique, c'est tout récent. C'est la science intégrée du biométal, qui vise à servir de discipline qui couvre tous les aspects du fonctionnement des métaux dans les systèmes biologiques. Alors, il apparaît qu'aujourd'hui, avec le développement de l'informatique en particulier, on peut estimer qu'environ 50% de toutes les enzymes fonctionnant dans un organisme dépendent d'un ion métallique pour la catalyse, et ça démontre effectivement toute l'importance de ces ions métalliques en biochimie. Un exemple, rien que pour le zinc, environ 3000 protéines ont des caractéristiques structurelles de métalloprotéines de zinc, ce qui signifie par conséquence que environ 1/10 des protéines codées dans le génome humain contiennent du zinc. L'importance du zinc, effectivement, dans notre métabolisme. Alors,
Comment ça fonctionne? En quoi est-ce que ces minéraux, ces métaux sont importants? Mais aujourd'hui, de ce qu'on en connaît, ils auraient une fonction essentiellement en tant que métallo-enzymes, dans la mesure où ces métaux servent ce qu'on appelle groupe prosthétique dans des sites actifs des enzymes, et en tant que coenzymes pour des métallo-enzymes ou activateurs d'enzymes. Alors, quelques exemples pour simplifier un peu les choses. Tout le monde connaît l'hémoglobine, tout le monde connaît la chlorophylle. On sait que dans l'hémoglobine, au centre de cette molécule, de cette protéine, on a un atome un ion, un métal qui est le fer, et qui donne toute sa réactivité à l'hémoglobine et qui lui permet de fixer l'oxygène. S'il n'y avait pas le fer au milieu de cette structure, rien ne se passerait. De la même façon pour la chlorophylle, la synthèse chlorophyllienne, elle est sous la dépendance du magnésium, là aussi un métal, qui est au centre d'une protéine qui est la chlorophylle. La même chose pour les cytochromes de fer, cuivre. La vitamine B12, elle aussi, il y a un ion cobalt au centre de la structure. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que ces éléments métalloïdes qui sont présents, on le voit ici, c'est peut-être plus facile sur cet élément-là. Donc une enzyme appelée cystidine 2, histidine 2, zinc finger, et on voit que l'atome de zinc est au centre, effectivement, de cette protéine, et que c'est lui qui va donner cette réactivité à la protéine, qui va lui permettre, parce que le zinc va réagir avec d'autres éléments chimiques quand ils vont être présents, d'avoir son rôle, de pouvoir effectuer son rôle d'enzyme, et donc de transformation d'un processus chimique. Donc ça vous permet de bien comprendre effectivement que ces éléments métalloïdes sont là pour rendre fonctionnelles la plupart des protéines et donc des enzymes qui sont des protéines de notre organisme, et que si on n'a pas ces éléments métalloïdes, les enzymes ne peuvent pas fonctionner, donc le métabolisme ne peut pas fonctionner normalement. Alors, de façon un peu plus large, voilà aujourd'hui ce que la métallomique nous dit, une certaine classification des groupes de différentes métalloprotéines et métalloenzymes en lien effectivement avec ce qu'on appelle les métaux d'activation. Vous voyez qu'il y a différents clusters, différents groupes d'enzymes ou de métalloprotéines qui sont liés à certains éléments chimiques. Donc ici on a le manganèse, ici on a le fer, le soufre, ici on a le nickel, fer, le cuivre, le zinc, le cadmium, l'argent, l'or, le palladium, etc., etc. Donc on sait qu'aujourd'hui ces éléments chimiques, l'or, l'argent en particulier, ont potentiellement un rôle à jouer là aussi dans certains métabolismes. Alors, première conclusion, on peut conclure que de toutes ces observations, informations, sur les 109 éléments connus, il y en a 80 en fait qui sont des éléments naturels, 30 sont aujourd'hui considérés comme essentiels à la survie des organismes vivants, 19 d'entre eux sont des oligoéléments, et dans ces 19, 12 sont des métaux de transition. Alors ne pas oublier que ce qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas forcément la vérité absolue, et qu'il y a certainement encore potentiellement des découvertes à faire, et que plusieurs éléments, notamment métalloïdes, resteraient à identifier comme ayant un rôle à jouer potentiellement en biologie. Alors la deuxième partie de la présentation, relative aux algues en particulier, en quoi est-ce que les algues peuvent avoir un rôle à jouer dans cette alimentation minérale et en oligo-éléments. Alors, on revient sur le fait qu'effectivement, la vie a pris naissance dans l'eau et essentiellement dans la mer, et que les éléments nécessaires à la vie provenaient principalement, étaient liés à la concentration de ces éléments dans les océans primitifs. Puisqu'on sait qu'il faut à peu près 56 éléments pour pouvoir vivre en bonne santé. Et ces conditions particulières de développement de la vie dans un milieu riche en minéraux permet certainement d'expliquer pourquoi certaines algues contiennent 10 à 100 fois plus de minéraux et de vitamines que des plantes terrestres ou des aliments d'origine animale. Ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, il est tout simple. Quand on regarde la concentration en éléments chimiques dans les océans et la concentration chimique des éléments chez l'homme, dans ce qui nous constitue, on s'aperçoit qu'il y a un parallèle plus qu'évident entre la concentration en proportion des éléments
relativement importants, les macrominéraux, et en oligo-éléments, que ce soit effectivement dans les tissus humains ou leur concentration relative dans l'océan. Et donc, il est clair qu'effectivement, aujourd'hui, ces éléments chimiques ont trouvé leur rôle tout simplement parce qu'ils étaient là au fur et à mesure de l'évolution des systèmes vivants. Alors, en quoi est-ce que les algues marines peuvent être une nouvelle source de minéraux essentiels? Tout simplement, comme on vient de voir, tous ces éléments minéraux sont retrouvés essentiellement et de manière équilibrée dans le milieu marin, dont la composition est relativement uniforme et stable depuis l'apparition des océans, et donc dans les algues. Alors, on voit effectivement que dans certaines algues, la teneur en matière minérale, en cendres, peut atteindre jusqu'à 40% de la matière sèche, alors qu'elle n'est que de 20% pour les épinards, qui sont considérés comme ayant une teneur en minéraux exceptionnelle. Donc, les algues ont des propriétés chimiques uniques, on en verra certaines autres dans différentes autres présentations, du fait effectivement de leur habitat marin riche en minéraux et des exigences qui ont été nécessaires pour qu'elles puissent survivre dans ces environnements assez agressifs. Et elles sont donc réputées pour leur capacité exceptionnelle à accumuler des minéraux essentiels et des oligo-éléments qui sont nécessaires à la nutrition humaine. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais bon, pour ceux qui voudraient ensuite avoir plus d'informations pour revenir sur ce tableau, là j'ai rassemblé dans ce tableau la composition en macrominéraux et en oligo-éléments essentiels de 3 grandes familles d'algues, 3 exemples, des algues alimentaires qui sont autorisées, donc une algue verte, la laitue de mer, quelques algues brunes, quelques algues rouges, et en comparaison, le légume terrestre le plus riche en minéraux, qui est l'épinard. Et vous pouvez voir très facilement quand vous regardez la concentration en certains des éléments, par exemple le calcium ici, 0,14 grammes par kilo en matière sèche pour l'épinard. On voit que quand on regarde la même colonne pour les algues, on est systématiquement au-dessus de 1, voire au-dessus de 10. Donc, on a des concentrations qui sont largement supérieures. Ce qui est vrai pour le calcium est vrai aussi pour le phosphore, c'est vrai pour le fer. Bon, je sais pas, certains n'ont peut-être pas connu l'époque où Popeye passait à la télé, le fameux dessin animé, et où Popeye mangeait des épinards pour devenir très fort. Et tout ça parce qu'on disait qu'il y avait plein de fer dans les épinards, et c'était une façon de faire aimer les épinards aux enfants. Mais quand on regarde la concentration en fer des épinards, 22 mg par kilo, et qu'on la compare à celle, par exemple, de la laitue de mer, on voit qu'il y a un rapport de 10 à 50 en concentration. Et c'est la même chose pour les autres éléments chimiques, avec une mention particulière pour l'iode, mais ça, je vais en reparler un peu plus tout à l'heure, plus en détail. Mais là, effectivement, on voit qu'il n'y a pas de comparaison possible. On est à 0,1 pour les épinards, quand on est entre 40 et 5000 pour les algues. Voilà, donc je passe là-dessus. Vous avez bien en tête ici, c'est très clair qu'effectivement, à même quantité de matière sèche, une algue fournit beaucoup plus d'éléments minéraux qu'un végétal terrestre. Donc, la consommation de ces macroalgues permet d'envisager des apports alimentaires importants de tous les microéléments ou oligoéléments indispensables au fonctionnement de tous les processus biologiques. Et donc, par l'importance qu'elles ont dans les réactions chimiques, et notamment toutes celles qui sont sous la dépendance des métalloenzymes. Donc, ces apports sont susceptibles de contribuer de manière tout à fait indispensable au bon fonctionnement général de l'organisme par ces phénomènes d'activation enzymatique. Alors, ceci est encore plus important aujourd'hui, je pense, parce qu'on est en train de vivre une espèce de mutation sur le plan de l'alimentation, où effectivement de plus en plus de gens consomment une alimentation à base de plantes, pas exclusivement ou exclusivement, les végétariens, les véganes. Et ces tendances ont pour conséquence de limiter ou d'exclure la consommation de viande, d'œufs ou de produits laitiers, qui sont classiquement les principales sources de ces minéraux. Donc ça peut avoir des conséquences très fâcheuses. Alors, le paragraphe spécifique sur l'iode et les algues, comme vous l'avez vu, effectivement, l'iode est très concentré dans les algues, mais bon, c'est quand même relativement différent et que ça peut être relativement variable. Les très fortes concentrations ne concernent que 3 espèces, donc 2 dans les algues brunes, que sont les laminaires et les saccharines,
et une algue rouge qui est la gracilaire. Et effectivement, on voit qu'on a des teneurs ici en microgrammes par gramme qui sont de l'ordre de 5000 à peu près, ce qui est effectivement très important. Alors ça a eu des avantages, puisque à une époque, quand on a voulu produire de l'iode de façon industrielle à la fin du 19e siècle, on s'est rendu compte que certaines espèces d'algues avaient effectivement cette concentration en iode, et c'est ce qui a développé l'industrialisation de la production d'iode, notamment en Bretagne Nord, à la fin du 19e siècle. Tout ça pour faire de la teinture d'iode. Mais que quand on regarde les autres espèces, bon, on a des concentrations qui sont quand même un peu plus raisonnables. Alors, une mention particulière pour les microalgues, puisqu'on a aussi parlé de microalgues la fois précédente, savoir quand même que ces microalgues, même si certaines existent dans la nature, celles qui sont aujourd'hui commercialisées proviennent exclusivement de cultures. Et donc, dans la plupart des cas, la teneur en oligoéléments et en particulier en iode de ces microalgues cultivées est proche de zéro, tout simplement parce qu'elles sont cultivées dans un milieu fermé, contrôlé, et que s'il n'y a pas d'iode dans l'eau du robinet, il n'y aura pas d'iode non plus dans la spiruline ou dans la chlorelle. C'est une évidence. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'iode et le lien avec les algues? Tout simplement parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a donc une pathologie qui s'appelle le goitre, qui est liée à une carence en iode, une pathologie endémique qui est encore extrêmement fréquente dans le monde, puisque ça touche plus de 2 milliards de personnes encore aujourd'hui. Alors même si en France, on est considéré dans une zone de carence minime, l'apport en iode reste malgré tout en dessous de la norme, malgré la supplémentation systématique du sel de table, qui s'est faite dans un certain nombre de pays, entre guillemets, industrialisés, puisqu'on s'est rendu compte que l'iode était indispensable, qu'une très bonne façon de l'apporter était de le mettre dans un aliment, entre guillemets, indispensable, qui était le sel, avec les conséquences que ça a aussi. Alors aujourd'hui, il y a des limites de sécurité qui ont été établies pour les apports en iode. Elles sont d'environ 600 microgrammes, enfin pas environ, elles sont précisément de 600 microgrammes par jour pour les adultes, avec une mention particulière pour les compléments alimentaires, puisque la réglementation française autorise au maximum un apport d'iode de 150 microgrammes sous cette forme de complément alimentaire. Donc on est un peu bridé. Alors, pour limiter les éventuels risques d'hyperthyroïdie qui pourraient être associés à une supplémentation, une alimentation très riche en algues, déjà, il faut privilégier celles qui sont les moins concentrées, donc le nori, la laitue de mer, le wakame, et éventuellement de les accompagner d'autres aliments qu'on appelle goitrogènes, qui vont fixer l'iode. Ce sont principalement des végétaux des types crucifères, comme le chou, le brocoli, le navet, etc., etc. Mais bon, les risques d'hyperapport en iode sont très, très, très limités, en particulier dans nos pays occidentaux. Alors, savoir qu'un excès d'iode, effectivement, peut déclencher ou aggraver ce qu'on appelle une hyperthyroïdie, mais généralement, l'excès d'iode ne provient pas de l'alimentation, mais de médicaments qui contiennent de l'iode, ainsi que des produits de contraste très riches en iode qui sont injectés pour certains types d'examens. Donc, l'hyperthyroïdie, en général, ne vient pas d'un excès d'iode, mais c'est lié à des pathologies, essentiellement ce qu'on appelle le syndrome de base d'eau, ou des formes de tumeurs ou de nodules qui sont hyperproducteurs d'iode. Enfin de thyroïde, de thyroxine. Donc c'est une anomalie de fonctionnement de la thyroïde, mais qui ne vient pas forcément d'un excès d'iode. Alors, les algues peuvent être effectivement une alternative intéressante au sel iodé pour prévenir l'hypothyroïdie, qui est quand même une pathologie qui continue à exister. Ça permet de faire le plein d'iode, tout en réduisant les apports en sodium, puisque en proportion, on a 10 fois moins de sodium dans une certaine quantité d'algues que dans la même quantité de sel. Donc, pour avoir un équivalent en iode, on a beaucoup moins d'apport de sel que si on prend du sel iodé. Il faut savoir aussi que chez l'adulte en bonne santé, un éventuel excès d'iode n'est pas vraiment problématique, puisque physiologiquement, l'excès d'iode est éliminé par les urines. Donc, première conclusion, les algues marines, meilleure source d'apport alimentaire en minéraux essentiels. Alors, comme on l'a vu, les algues sont très riches et très équilibrées en minéraux oligo-éléments essentiels. Elles permettent des corrections significatives de déficit qui seraient consécutifs à une alimentation dont les constituants sont issus d'une chaîne alimentaire d'origine terrestre. Pourquoi? Tout simplement parce que
du fait de la grande hétérogénéité géologique des sols, la plupart des sols ne sont pas équilibrés et donc, par conséquent, on observe des carences, que ce soit chez les végétaux ou chez les animaux qui consomment effectivement des végétaux produits sur ces terrains. Alors, on a vu aussi que ces minéraux sont essentiels pour le fonctionnement optimal des métabolismes, qu'ils soient énergétiques, osseux, musculaires ou cardiaques, qui permettent une synthèse harmonieuse de vitamines et des hormones, un contrôle des processus oxydatifs et donc l'intégrité des membranes cellulaires, et donc tout le processus du vieillissement est sous ce contrôle aussi, et un fonctionnement optimal du système immunitaire, ce qui n'est pas négligeable non plus. Alors, quand on parle d'apport d'alimentation à base d'algues, d'apport d'algues, j'ai fait un petit tableau qui permet de mesurer la contribution potentielle des algues alimentaires par rapport aux apports recommandés, et ça en comparaison, une fois encore, avec les épinards. Alors, on voit que, par exemple, que pour le faire, 1 gramme, tout est rapporté à 1 gramme de matière sèche. Donc, en algues fraîches, il faut multiplier par 10. Pour les épinards, c'est à peu près par 7 ou 8. Si on prend 1 gramme de matière sèche d'épinards cuits, on a 0,15% seulement des apports en fer recommandés par jour. Là où, avec, par exemple, la laitue de mer, on apporte 10%. Et avec d'autres algues, on apporte 0,5, 2, enfin bon, c'est relativement variable. Alors c'est vrai aussi pour d'autres éléments. On voit par exemple que pour le zinc, 1 gramme d'épinards vous apporte 0,05% des recommandations alimentaires journalières, là où une algue peut vous apporter 0,3, 0,4, 0,5%. C'est-à-dire là encore 10 fois plus. C'est la même chose avec le sélénium, c'est la même chose avec le molybdène, et c'est encore plus marqué, plus frappant, effectivement avec l'iode, là où avec les épinards, 1 gramme d'épinards va vous apporter 0,3% de votre recommandation quotidienne, là où 1 gramme de laitue de mer va vous apporter 33% de vos besoins. Alors, juste pour la petite histoire, voilà un petit peu le ratio, c'est-à-dire que entre 1 gramme d'épinards et 1 gramme de laitue de mer, voilà les ratios d'apport comparatifs. Donc 66 fois plus de fer, 20 fois plus de manganèse, 5,5 fois plus de cuivre, 5 fois plus de sélénium et 100 fois plus d'iode. Voilà, en résumé. Donc ça montre bien que pour la même quantité de produits ingérés, et même avec des très faibles quantités, les algues peuvent contribuer de façon très significative aux apports en minéraux. Alors tout ça, c'est effectivement des effets qu'on a pu mesurer, qui sont mesurables et mesurés par des méta-analyses. Les études ont démontré qu'effectivement, la consommation régulière des macroalgues, en particulier en Asie, là où c'est un légume traditionnel, est associée à des avantages distincts pour la santé. En particulier, il a été démontré des effets cardioprotecteurs, des effets neuroprotecteurs et des effets anti-inflammatoires. Une autre étude relativement large qui a été conduite sur les 3 dernières décennies, qui montre que les Japonais ont la plus longue espérance de vie au monde. Alors, non seulement en raison de l'économie et des systèmes de santé favorables, mais aussi de leurs habitudes alimentaires saines, basées en particulier sur ce qu'on appelle le régime d'Okinawa, où les algues jouent un rôle prépondérant. Et donc, on sait que à Okinawa, c'est la région du monde où il y a le plus de centenaires ramenés à la population. Et apparemment, tout ça grâce à des principes d'alimentation qui leur permettent effectivement de mieux vivre en bonne santé beaucoup plus longtemps. Donc, la conclusion générale, il est désormais clairement établi que les algues marines, de par leur origine, sont les seules sources alimentaires à contenir naturellement et de matière équilibrée tous les éléments minéraux, notamment métalliques, impliqués dans les innombrables processus biochimiques indispensables à un fonctionnement harmonieux de l'organisme, grâce notamment à leur rôle dans le fonctionnement des métalloenzymes, les fameuses métallomiques. Et donc, l'utilisation de compléments alimentaires d'algathérapie en tant qu'ingrédient alimentaire fonctionnel est donc susceptible de constituer une nouvelle stratégie par rapport éventuellement aux apports de sel iodé pour assurer des apports complets et équilibrés en oligo-éléments essentiels de façon régulière et assurer ainsi un état de santé optimal. Voilà, merci pour votre attention. Je crois que, bon, ensuite,
Bérénice va nous présenter quelques illustrations sous forme de produits et qu'ensuite, éventuellement, pour ceux qui ont des questions, on passera à l'atelier questions-réponses. Merci. Oui, merci beaucoup Hervé pour cette présentation détaillée. Et maintenant, nous allons aborder la partie un peu plus produit avec l'intervention de Bérénice, à qui je laisse la parole. Merci. Merci Hervé pour cette présentation très complète et très intéressante. Comme l'a indiqué Catherine, je vais vous introduire la gamme d'algathérapie et faire un focus sur quelques produits. Alors, est-ce que je peux passer les diapos? Moi, je vais le faire. Merci. Alors, sur cette diapositive, vous voyez du coup les différents produits qui sont dans la gamme algathérapie. Alors, je les ai séparés sur 2 lignes. Donc, la première ligne, c'est les produits qui contiennent différents types d'algues associés à des plantes et ou des minéraux et ou des oligo-éléments et ou des vitamines, alors que les produits qui sont sur la ligne inférieure ne contiennent que soit des macroalgues, soit des microalgues, soit des macroalgues associées à des végétaux. Donc, comme l'indiquait Catherine, je vais vous présenter quelques produits. Alors, commençons avec l'algue à fer, qui peut être conseillé en ce moment. Donc, il s'agit d'un produit qui associe différents types d'algues, donc l'algue microalgue, donc avec la spiruline, qui est une source principalement de fer, mais aussi d'oméga 6 et d'antioxydants. Une algue minérale qui se nomme le lithotamne, donc qui est une algue rouge, qui est une source de carbonate de calcium et d'oligo-éléments. Un module un peu plus spécifique sera établi dans les prochaines semaines. Donc, je ne détaille pas plus que ça le lithotamne. Et ensuite, une macroalgue dont Hervé a déjà parlé, donc qui est la laitue de mer, donc une algue verte qui contient de nombreux minéraux et oligo-éléments essentiels et qui a de nombreuses actions préventives sur différentes cibles comme les dysfonctionnements du transit intestinal, stimuler les défenses immunitaires, antioxydantes, etc. On a associé à ces différentes algues du bisglycinate de fer, donc c'est une forme de fer qui est très bien assimilée et donc assez biodisponible dans l'organisme, notamment grâce à l'association avec un acide aminé glycine qui va permettre de résister aux acides de l'estomac et donc de favoriser le passage dans les intestins. Et on a associé également des vitamines A et B12, et donc la vitamine A et la vitamine B sont indispensables au métabolisme du fer dans l'organisme. Alors, dans quel cas conseiller ce produit-là? Donc, dans les cas d'anémie et ou de carence en fer. Ensuite, nous allons parler du produit Algafit. Donc, là aussi, il y a une association de différents types d'algues. Donc, toujours le lithotamne, dont on a parlé précédemment. Et là, il y a 2 macroalgues, donc le goémon blanc, pardon, qui est une algue rouge, et le fucus vésiculeux qui lui est une algue brune, ou qui elle est une algue brune, et donc qui comme l'a déjà précédemment évoqué Hervé, qui sont très riches en minéraux et oligo-éléments essentiels, et eux vont principalement agir sur alors le goémon blanc va agir sur un apaisement, enfin va calmer les muqueuses, toutes les muqueuses, et aussi faciliter la digestion parce qu'il est aussi très riche en fibres. Et le fucus vésiculeux, lui, va empêcher tout ce qui va être remontée acide lié à l'estomac ou même des remontées biliaires. Et c'est également un coupe-faim avec une activité aussi laxative et qui va du coup favoriser aussi la perte de poids. On l'associe avec une plante qui est l'orthosiphon. Donc cette plante-là, elle favorise le drainage de l'eau du corps. Elle possède aussi des propriétés dépuratives et donc facilite la perte de poids. Donc il s'agit d'un drainant et diurétique.
On a associé du potassium pour équilibrer le ratio sodium-potassium, dont il faut faire très attention lorsqu'on perd quand on perd beaucoup de poids ou une grande quantité d'eau corporelle. Et on a également associé le chrome, qui est bien connu pour limiter le grignotage. Alors, dans quel cas le conseiller? Donc, lorsqu'il y a une surcharge pondérale et que l'on souhaite perdre du poids, pour la cellulite également, et dans le cas où on souhaite limiter le grignotage ou la sensation de faim. Ensuite, on passe à l'alga 9, donc, qui est aussi une association de différents types d'algues, donc minérales avec le lithothamne, deux macroalgues, donc la première, la laitue de mer dont on a déjà parlé, et le wakame, qui est une algue brune avec des propriétés plutôt antioxydantes. Et ces deux macroalgues possèdent de nombreux minéraux et oligo-éléments essentiels. Et dans ce produit, il y a également une association de microalgues, donc la spiruline, qui est une source de fer, et la chlorelle, qui est une source de vitamines, donc B1, B6, B12 et vitamine E, de minéraux, potassium, calcium, magnésium, et d'oligo-éléments comme le fer, le zinc et le sélénium. Et on a ajouté de la vitamine B9, que vous connaissez bien, l'acide folique, qui est utilisé pour la prévention des malformations du tube neural du fœtus. Donc, principalement conseillé en tant que complément alimentaire prénatal ou pour avoir un complexe de minéraux, vitamines et oligo-éléments. Ensuite, l'alga thyrox, donc composée d'une association d'algues, de différentes algues, donc minérales avec le lithothamne, et deux macroalgues différentes, donc la laitue de mer et le kombu royal, qui est une algue brune et qui a un pouvoir plutôt antioxydant, reminéralisant et anti-inflammatoire, avec un complexe très riche en minéraux et oligo-éléments essentiels, et particulièrement en iode. Et on a également associé des levures de sélénium. Alors, le sélénium est un oligo-élément avec un rôle majeur sur l'ensemble de l'organisme, qui travaille de concert avec la vitamine E et joue un rôle essentiel dans le fonctionnement du système immunitaire et la glande thyroïde. Et donc, pourquoi des extraits de levure? Parce qu'en fait, ces extraits de levure vont contenir des formes organiques de sélénium qui seront beaucoup mieux absorbées, biodisponibles pour l'organisme. Et dans quel cas le conseiller? Dans les cas d'hypothyroïdie. Et enfin, l'alga vitale. Donc, l'alga vitale possède aussi une association de différents types d'algues, donc minérales avec le lithothamne, et macroalgues avec l'ogonorie. L'ogonorie qui est une algue rouge et qui contient différents minéraux comme le calcium, le fer, le magnésium, des oligo-éléments essentiels ainsi que des vitamines, donc avec des vitamines hydrosolubles comme la vitamine C et de nombreuses vitamines B, et avec des vitamines liposolubles comme la vitamine D, E et K. On a associé deux extraits de plantes, donc l'éleutérocoque, facile à dire, qui combat le stress, les tensions nerveuses, l'asthénie fonctionnelle passagère, qui va aussi aider le corps à se protéger des agressions virales, qui peut aussi être utile lorsqu'une personne sort d'une période de convalescence ou a fait un gros effort physique ou intellectuel. Et enfin, la rhodiola, donc, qui est une plante qui est plutôt utilisée dans la prévention du stress, mais également de l'anxiété, de la dépression, dans les troubles de la mémoire liés au stress et en cas d'asthénie. Et donc, il s'agit d'un stimulant physique et psychique. Donc, dans quel cas le conseiller? Plutôt lorsqu'une personne est surmenée, dans la vie professionnelle ou privée, et lorsqu'on souhaite réduire l'anxiété, le stress et les troubles de la mémoire qui seraient liés au stress.
Donc voilà pour cette courte présentation et cette introduction de la gamme Algathérapie d'Aromacelt. Merci Bérénice. Nous voyons tout l'intérêt des produits de cette gamme en lien effectivement avec l'intervention précédente d'Hervé et puis le détail qu'a donné Bérénice sur les compositions. Alors maintenant, on va passer à quelques questions. S'il y a des questions sur l'une ou l'autre intervention, c'est le moment. On vous écoute. Profitez-en. Moi, j'ai une petite question par rapport à l'alga 9. Oui. Est-ce qu'on peut le donner à quelqu'un qui est en chimio, vu qu'ils sont normalement on leur redonne de la vitamine B9. Est-ce qu'on peut le proposer ou pas? Ça ne peut pas faire de mal. Enfin, moi, je me permets de répondre. Je vais laisser Bérénice après conclure. Mais il est rare qu'on fasse de l'hypervitaminose. Et bon, quelqu'un qui est sous chimio, qui a des problèmes, enfin différents problèmes généraux, peut avoir des capacités d'absorption qui sont relativement limitées. Donc même si effectivement dans un protocole classique il est prévu des supplémentations, il est très rare qu'on fasse de du surdosage. Et l'avantage effectivement de ce produit-là, c'est que ça n'amènera pas que de la vitamine B9, ça va amener beaucoup d'autres choses. Qui peut faire aussi, où ils sont en manque. C'est ça, voilà. C'est ça, ce sera assez complet. Vont apporter ce qui manque à côté, puisque comme je vous l'ai expliqué, dans la plupart des supplémentations nutritionnelles aujourd'hui, on se contente de mettre les choses qu'on connaît et qui fonctionnent à des doses relativement élevées, les oligo-éléments classiques, mais on oublie les autres, et que je pense que les autres sont aussi importants, voire plus importants, pour un certain nombre de métabolismes ou de réactions physiologiques qui peuvent, en plus, dans le cas d'organismes affaiblis, être encore plus importantes. Donc, ça peut tout à fait se justifier. Enfin, moi, je ne peux que conseiller une supplémentation assez régulière en produits à base d'algues, tout simplement parce que, comme on l'a vu, il y a quasiment tout ce qu'il faut dedans et de façon équilibrée. Ok. Alors moi, je rebondis sur la question précédente. Je voulais savoir s'il y avait éventuellement un risque de surdosage avec les produits qui ont été présentés. Alors, à mon sens, aucun, sauf si on ne respectait pas les recommandations d'utilisation. Et encore, il faudrait vraiment être un très, très, très gros consommateur pour éventuellement pouvoir observer des effets toxiques, entre guillemets, ou d'excès. Bon, déjà parce que les normes réglementaires nous imposent effectivement des plafonds, des limites d'incorporation. Par exemple, je vous ai parlé d'iode tout à l'heure, il y a une limite à 150 microgrammes par jour. Donc, c'est le cas aussi pour d'autres éléments chimiques. Bon, sachant qu'en plus, pardon, dans les algues, en dehors de l'iode, la plupart des éléments chimiques qui sont présents à des doses relativement, entre guillemets, relativement faibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excès d'un élément par rapport à d'autres. Enfin, c'est relativement concentré en éléments, mais il n'y a pas d'éléments chimiques qui dépassent les autres. Donc, faire un excès, c'est très, très compliqué. Et bon, allez, bon, si on ne parle que des algues, à ma connaissance aujourd'hui, il n'y a aucune algue marine autorisée qui ait fait l'objet d'une description quelconque, quoi qu'il en soit, de toxicité ou d'empoisonnement lié à la consommation de ces algues. Donc, si il y a 99,99 chances pour qu'il n'y ait jamais aucun problème, puisqu'il faudrait vraiment quelqu'un qui a envie de se suicider et qui consomme, je ne sais pas moi, 500 flacons dans la journée. Et encore, il m'aura peut-être étouffé ou constipé, mais il ne sera pas empoisonné. D'accord, merci Hervé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis surpris que personne ne m'interroge sur les limitations liées à l'hyperthyroïdie et à l'iode. Justement, oui, Lévothyrox, ouais. Le Lévothyrox, oui. Ouais. Donc les personnes qui sont sous Lévothyrox, est-ce qu'elles peuvent prendre les algues ou pas? Parce que ça, on me l'a encore posé ce matin.
Alors ça mériterait une conférence à part entière. Le problème, effectivement, de l'hypothyroïdie, de l'hyperthyroïdie et du lévothyrox. Alors, pourquoi est-ce qu'on met les gens sous lévothyrox? Sur le principe, c'est parce qu'a priori, ils sont hypothyroïdiens. OK? Voilà. Pourquoi ils sont hypothyroïdiens? Parce que la thyroïde ne fait plus son action. Non, c'est parce qu'on ne va pas chercher. Non. Ben, a priori, sauf cas particulier, syndrome d'Hashimoto ou éventuellement quelques maladies de ce type qui sont des maladies auto-immunes, la plupart des gens hypothyroïdiens au départ le sont parce qu'ils sont carencés en iode. C'est Oui, ça mais l'hypothyroïdie. soit on leur a enlevé une partie de la thyroïde aussi, souvent. Alors ça, c'est les gens qui étaient hyperthyroïdiens et qui deviennent de fait des hypothyroïdiens parce qu'effectivement, soit on l'enlève, soit on brûle, soit on stérilise, entre guillemets. Donc ces gens-là, effectivement, deviennent des hypothyroïdiens à vie. Mais le gros des bataillons des hypothyroïdiens, ce ne sont pas les ex-hyperthyroïdiens, ce sont pour 95% des gens qui sont carencés en iode. Sauf que les médecins ne cherchent pas à savoir pourquoi. Donc on se contente de faire un dosage de TSH, l'hormone de stimulation de la thyroïde, qui vient de l'hypophyse, et c'est le seul contrôle quasiment qui soit fait aujourd'hui. Et on veut contrôler l'hypothyroïdie uniquement en contrôlant la TSH. Et donc le seul traitement que l'on apporte, c'est même pas un traitement direct sur l'hypophyse, c'est on apporte un produit qui s'appelle le lévothyrox, qui est une hormone de synthèse qui copie en fait l'hormone T4, qui est la pré-hormone T3 qui, elle, devient active et qui va agir sur la thyroïde. Alors, le problème, c'est que la plupart des gens qui sont sous lévothyrox, ils ne sont pas forcément guéris pour autant parce qu'ils souffrent pour beaucoup toujours de syndrome d'hypothyroïdie, tout simplement parce qu'on ne fait que corriger le taux de TSH et on ne corrige pas le reste à côté, c'est-à-dire le taux de T4 et le taux de T3. Alors, c'est à mon sens, bon, ça n'engage que moi, mais c'est un peu un scandale médical, cette affaire du lévothyrox, parce que effectivement, c'est très intéressant pour tous ceux qui vivent de ce métier, enfin dans le monde de la pharmacie, de la production de médicaments et de la vente des médicaments, de vendre ce produit qui, une fois instauré, une fois mis en place, effectivement pose problème. Tout simplement parce que il faut adapter le taux de T4 de synthèse, donc le taux de lévothyrox, au niveau d'hypothyroïdie du client. Et ça demande des ajustements, mais qui sont quasiment infinis. C'est-à-dire que dans la mesure où effectivement il n'y a pas de pathologie de fond, pour ceux qui sont vraiment hypothyroïdiens parce qu'ils n'ont pas assez d'iode, en fonction de leur rythme de vie et de ce qu'ils vont consommer, le niveau d'iode va varier. Et donc, la réaction au lévothyrox va changer. Et donc, le médecin va sans arrêt essayer de réguler le niveau de TSH en faisant varier le niveau d'incorporation du lévothyrox. Et malheureusement, un pharmacien, quand un patient est sous lévothyrox, le pharmacien ne va pas se permettre d'aller dire au client vous pouvez arrêter votre lévothyrox, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, parce que c'est de la responsabilité du médecin. Malheureusement, les médecins ont pris la main sur ce sujet. Et pour moi, 90% des gens qui sont sous lévothyrox aujourd'hui ne méritent pas d'être sous lévothyrox. Il suffirait de leur donner un peu plus d'iode à manger en leur donnant des algues et le problème serait réglé. Mmh. D'accord. Alors effectivement, aujourd'hui, pour des clients qui sont sous lévothyrox, le fait de donner un peu d'iode en plus, ça ne va pas changer fondamentalement leur pathologie, ça peut peut-être même améliorer leur situation, puisque le lévothyrox ne régule pas tout et ne résout pas tous les problèmes. Et le fait de compenser en partie leur hypothyroïdie en leur ramenant de l'iode, à mon avis, ne peut en rien les tuer. Ça ne peut qu'améliorer leur situation. Donc, à l'exception des gens qui souffrent d'hyperthyroïdie, la supplémentation en algues ne pose absolument aucun problème chez les hypothyroïdiens, même sous lévothyrox.
même si ça peut éventuellement compliquer la vie du médecin, parce que quand il va faire ses dosages, il va voir que les choses vont éventuellement changer si le patient consomme des compléments alimentaires à base d'algues. Il sera donc dans ces cas-là conduit à baisser le dosage de lévothyrox, qui n'est pas forcément Mais négatif. éventuellement à finir par l'annuler parce qu'il verra que les choses rentrent dans l'ordre. D'accord, Alors, merci, c'est très clair. Alors pour ceux que ça intéresse, puisque vous aurez accès à la présentation, il y a donc une diapositive dans laquelle j'ai mentionné un lien, cette diapositive. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller lire ça. Le régime qui fait mieux que le lévothyrox. D'accord, très bien. Merci beaucoup Hervé. On va donc aller visiter ce lien pour avoir un peu plus d'informations. Parce qu'effectivement, pour moi, c'est un des éléments aujourd'hui qui pose problème dans le monde médical, c'est effectivement dire les algues, c'est dangereux, il y a beaucoup d'iode dedans, l'iode, on ne maîtrise pas, l'hypothyroïdie, le goitre, l'hyperthyroïdie, tout ça, c'est un peu comment dire, nuageux, enfin, comment dire ça, nébuleux pour beaucoup de gens, et donc ils veulent pas prendre de risques et ils se disent oh là là, je veux pas me lancer là-dedans. Donc, mais quand on sait ce qu'on fait, quand on sait d'où vient le problème et où sont les bonnes questions, a priori on peut faire des choses intelligentes sans prendre de risques. Très bien, merci beaucoup Hervé. Je pense qu'on arrive dans l'heure qui nous était impartie, hein, donc à moins qu'il y ait d'autres questions. Oui Hervé? Non, j'ai dit tout à fait, effectivement. Je propose de conclure. Donc, comme disait Hervé, cette présentation sera accessible. Hein, elle a été enregistrée et vous pourrez y avoir accès ultérieurement, aussi bien au niveau de l'enregistrement qu'au niveau des slides. Nous vous donnons rendez-vous à notre prochain atelier scientifique qui est prévu au mois de décembre. Mais d'ici là, les 28 et 30 septembre, nous vous proposons également des ateliers de e-training qui seront cette fois-ci plus axés produits. Donc, où Bérénice, effectivement, nous parlera plus en détail de produits en mettant en avant quelques produits de notre gamme d'algathérapie et d'algaromathérapie sur le thème de l'automne et de l'énergie, hein, qui est le thème du moment. Voilà. Merci encore à tous pour vos présentations, votre présence, et puis nous vous disons à très bientôt. Merci à tous. Merci. À toutes. Au revoir. À très bientôt.